Pascal, on a eu la chance d'essayer aujourd'hui la Honda CB 1000R. J'avais très hâte d'essayer cette moto-là parce qu'évidemment, on parle de sa puissance, là. Toi, comment tu l'as feelé? Côté puissance, c'est vraiment impressionnant. On a un moteur qui vient des CBR 1000. On parle des machines de course de Honda. Ouais. Mais c'est sûr qu'il a été travaillé pour la route. Donc, on a une douceur quand même à bas régime, une facilité d'exploitation. Il y a des modes dedans, on peut ajuster les modes comme on veut. Dans le user, on peut même choisir les paramètres dedans, mettre à notre goût, le paramétrer comme on veut. Le mode standard, il est parfait. Celui-là, il est vraiment bien tourné. Puis on a la pleine puissance. C'est juste que la délivrance est plus douce, donc plus facile. Puis au niveau de la suspension, on le remarque, là, c'est assez mou, hein? Je pense que c'est voulu d'Honda. Le Street Fighter de Ducati, où qu'on va aller avec le 1290 Super Duke, c'est des machines à se glacer le sang dans les veines. C'est pas tout le monde qui veut ça. Quelqu'un qui veut un moteur facile à exploiter, doux, donc les suspensions vont avec. Bien, puis on le sent, là, le confort est là. C'est quand même une moto qui est agréable à conduire. Oui. Aujourd'hui, on l'a testé sur la track, donc c'est plus course, mais sur la route, cette moto-là, vraiment très, très confortable, facile à manier, quand même assez agile, tu dirais, là? Oui, c'est assez agile pour une 1000. On a quand même beaucoup d'inertie dans le moteur, ça reste un 1000, mais elle est très courte, c'est une moto qui est quand même assez agile. On aimerait avoir des suspensions un peu plus stiff, qu'on puisse au moins aller dans les réglages. Parce que c'est pas parce que les suspensions sont pas bonnes ou de mauvaise qualité. On parle de Showa ici, une marque japonaise qui est très de qualité. On a des réglages dessus, mais quand on va même au maximum, c'est comme pas assez pour exploiter le châssis qui est excellent, les freins qui sont excellents, puis le moteur qui est surprenant. Fait que c'est un peu plate de manquer un peu de réglage de suspension pour aller voir ce petit côté-là de la machine. En fait, tu as raison. On a l'impression de ne pas pouvoir profiter de 100% de sa puissance. On peut pas y aller jusqu'à... Il y a des choses qui sont dépassées dans la moto. Oui, c'est exactement. Ça, mais tu dirais que c'est pour quel type de conducteur, cette moto-là? C'est quelqu'un qui vise pas à faire un week-end de track day ou sur une piste. C'est vraiment, on s'amuse, on fait périphérie de Montréal, on fait un petit voyage calme, on se promène, je te dirais sportivement, mais pas agressivement. Mais disons que qu'est-ce qu'ils visent comme clientèle? C'est une clientèle qui veut pas comme les ténors de la catégorie, puis le prix, il va avec. Oui, c'est 4 000 de moins que la concurrence, on parle de 16 000 donc... Puis c'est joli. Hey, en 2021, on a dessiné la machine. On pensait qu'ils ne seraient pas capables de faire un autre coche de néo-rétro, mais ils ont réussi. Avec le fond d'aile qui est coupé un peu en billet, l'arrière tronqué, c'est vraiment beau. Aussi, le support de plaque qu'on voit qui enlève toute la fameuse bavette que tout le monde n'aime pas, là, mais ça fait un bel arrière là, sur la moto. Bon, on va le dire, c'est une moto qui est vraiment magnifique, puis on a la chance de pouvoir profiter d'une belle puissance moteur. Bon, c'est peut-être pas fait pour la track, il y a peut-être quelques ajustements à faire au niveau là, des suspensions, etc., mais somme toute, là, c'est une moto qui est vraiment facile à conduire. On peut profiter d'une belle plage de puissance, en fait, puis ben, c'est un bon achat. Là. Exact. Ben, merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Dominique Lefebvre, je suis la copropriétaire de la compagnie Randorette Canada, qui est une entreprise spécialisée dans les sorties à moto hors route, donc dans les randonnées guidées. Alors, moi, c'est une passion qui m'anime vraiment depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je joue sur ces belles motos-là. En tant qu'utilisatrice VHR, de un, je dois sensibiliser mes clients, mais aussi, je dois avoir des pratiques qui sont harmonieuses avec notre entourage, avec les communautés, les voisins. Donc, il y a les sentiers qui sont fédérés, mais il y a aussi le territoire public. On est chanceux au Québec, il y a vraiment beaucoup de territoires. Habituellement, quand vous allez sur du territoire public, vous allez potentiellement être sur des ZEC ou sur des pourvoiries. À ce moment-là, vous devez vous enregistrer et, le cas échéant, payer les droits d'accès. Et puis, par la suite, pour pouvoir conduire ces VHR-là, c'est le permis de conduire qui est obligatoire pour tous. Lorsqu'on a 16 et 17 ans, le permis probatoire ou temporaire est accepté et il y a une formation spécifique pour eux, au même titre qu'il y a une formation pour les passagers sur les véhicules quad. Donc, le permis de conduire est obligatoire, donc ça peut être un permis de tracteur, classe 8, ou ça peut être un permis de cyclomoteur. Selon la loi VHR, le permis de conduire étant obligatoire, ça veut dire que les enfants qui ont des modèles petits là, en termes de moto ou de 4 roues ne peuvent pas s'aventurer en sentier ou sur les terres publiques. Donc, sur une terre privée ou sur un circuit fermé, c'est permis, mais sinon, pour sortir à l'extérieur, l'âge minimal, c'est 16 ans avec permis de conduire.
La bonne nouvelle avec l'assurance responsabilité civile, c'est que maintenant, dans les droits d'accès, que ce soit au niveau de la motoneige ou des sentiers quad, l'assurance est incluse. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Ça veut dire que quand vous vous engagez dans les sentiers, vous êtes couvert. Donc c'est vraiment dans notre intérêt à tous de respecter les règles VHR pour pouvoir continuer de faire cette super passion-là. Et on a envie de vivre longtemps ce sport-là, donc c'est pour ça qu'il faut respecter toutes ces règles-là. Moi, c'est ma passion, c'est mon gagne-pain, puis je suis en amour avec ma moto. Sylvain, dans l'émission, parfois, on oublie de parler de où commence le sport de la moto, et j'ai nommé les fameux scooters. On en a un juste ici à côté de nous. Est-ce que, j'imagine que c'est les mêmes règles, évidemment, qui s'appliquent pour les jeunes en scooter? Est-ce que c'est les mêmes... Aussitôt que tu arrives sur le réseau routier, oui, c'est un mode de transport. Hein? On va statuer ça en partant. Les jeunes utilisent ça comme un mode de transport. Ils font la transition d'un vélo à un scooter. Le premier pas. Premier pas. Et de temps à autre, on s'aperçoit qu'au niveau comportemental, ils sont encore en vélo. Mais c'était... On peut pas s'attendre à un jeune de 14 ans de s'équiper un peu comme nous avec l'équipement qui vaut quand même très cher et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir du côté équipement. De ton côté, comment tu vois ça? Écoute, c'est le même concept, augmenter l'impact visuel. Donc, les jeunes vont porter un casque clair, de couleur. S'ils sont capables de porter, je vous dirais, un vêtement aussi qui protège. La protection aux pieds, on parle de chaussures couvrant la cheville, pantalon long, au moins une bonne paire de jeans, les gants, parce qu'on oublie que la première chose qu'on fait quand on tombe les mains devant. Alors, si on n'a pas de gants, c'est vrai. ça va faire... On néglige souvent les gants. Oui. Des fois, on voit des motocyclistes, pas de gants, ils pensent que, il n'y a pas de danger, mais c'est vrai que c'est la première chose qui va toucher le sol, c'est nos mains. Donc, de là, l'importance d'avoir des gants. Et l'autre chose aussi que tu as mentionné, les casques. On voit souvent les jeunes en scooter porter des casques de motocross. Pas de lunettes. Hein? Et là, évidemment, la première chose qui me vient en tête, c'est le danger de recevoir des trucs dans les yeux, des roches, des trucs. On parle de casque homologué pour le scooter. On parle de protection visuelle et puis de le porter attaché. Et encore une fois, s'il est de couleur claire, c'est encore mieux. On parlait de modification. On peut augmenter l'impact visuel en ajoutant des phares auxiliaires, des réflecteurs, soit alimentés ou non. Puis en même temps, c'est les mêmes concepts. C'est quand on arrive à une intersection, faire louvoyer le scooter un peu pour se démarquer, pour que les gens soient on pourrait attirer leur attention. Même chose, le frein arrière. On va garder le frein arrière appliqué et puis on va moduler pour le faire scintiller pour que les gens qui arrivent à l'arrière voient le bolide à l'arrêt. Parce qu'on en voit trop souvent de se faire rentrer dedans par en arrière. Le soir, porter un dossard de réfléchissant, c'est très important le soir. C'est une petite masse, un scooter en bordure de route. Alors, avec un dossard de sécurité, c'est pas cher, ça augmente la visibilité. Puis, on sait, les jeunes, ça travaille tôt, ça travaille tard. Et quand ça revient le soir, sur le bord de route, on les voit pas toujours bien. Puis, ils ont tendance à pas se mettre dans le chemin, donc ils vont rouler sur le bas-côté. Alors, il faut les voir. Faites-vous voir, les amis. Absolument. Le mot d'ordre, faites-vous voir et portez des vêtements qui peuvent vous sauver carrément la vie. Intact Assurance est l'assureur officiel de la Fédération motocycliste du Québec. Je suis avec Sylvain, qui en est le président. Sylvain, parle-moi de la campagne de sensibilisation en 3 points. Les 3 points sont très simples. On parle de protection individuelle. C'est quoi? C'est s'habiller selon les conditions. On a des vêtements maintenant appropriés, fait qu'on sensibilise les gens à s'habiller, comme on dit dans le slogan, protège ta peau, mets ton manteau, évidemment. Et on parle aussi de comportement, travailler sur la témérité, la prise de décision. Des fois, on a une culture de conduite, on roule avec des amis, on se laisse influencer. Il faut vraiment prendre des décisions pour nous-mêmes, pour assurer notre sécurité. Un exemple très concret, un dépassement. 3 idées de base. Est-ce que le dépassement est légal? Est-ce que c'est sécuritaire? Puis est-ce que c'est nécessaire? Alors, si on se pose ces petites questions-là quand on fait des manœuvres, bien déjà, on a une réflexion. Ça touche le comportement. Et puis, naturellement, on en a parlé tantôt,
le perfectionnement. C'est important de faire un perfectionnement continuel, surtout en début de saison, quand on change de moto. On a des collaborations avec la SAC, justement, à ce niveau-là, au niveau des journées de formation qu'on a. Et puis, l'important, c'est vraiment prendre le temps d'investir en soi au niveau du perfectionnement, pour les passagers et pour les gens qui nous accompagnent. Donc, la sécurité, c'est important. Il faut vraiment faire attention. Merci beaucoup, Sylvain. Plaisir, merci de m'avoir reçu. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook ou sur le site web de la FMQ. Vous le savez, on tripe sur les sports motorisés et on est toujours à la recherche de la fine pointe de la technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au CTA avec Pascal. Bonjour, Pascal. Salut, Val. Bon, d'abord, je veux que tu m'expliques c'est quoi le CTA? Le CTA, c'est l'acronyme pour le Centre de technologie avancée, BRP, Université de Sherbrooke. Alors, on est à Sherbrooke, sur le campus de l'université. On est une gang d'employés de l'université et de BRP qui sont ici. À l'université, c'est plus la recherche. Oui. BRP, c'est plus du développement. Moi, j'aime ça le simplifier en disant, nous autres, on est le « et » entre les deux. On fait le pont entre la recherche puis le développement. Ça fait qu'on prend les technologies qui sont pas toujours matures, pas prêtes à aller se faire commercialiser. On les rend un peu plus matures avec l'aide des étudiants, avec l'aide des gens qui sont ici, les profs, les subventions, les gouvernements. On met tout ça ensemble, puis on amène les projets vers le développement. Maxime, je suis assise sur un Spider hybride. Ça fait partie là, de vos projets de recherche et développement. Parle-moi un peu de cette machine-là. Absolument, c'est une machine qu'on a développée il y a déjà plusieurs années. En fait, le CETA travaille typiquement sur des projets qui s'en viennent dans 4 à 8 ans d'ici. Donc, on travaille sur les projets du futur. Ce projet-là, c'est un projet pour lequel il y avait une quinzaine d'étudiants à la maîtrise et au doctorat, que ce soit le système de charge qu'on utilise ou le type de batterie qu'on a ou le type de transmission. Essentiellement, ces choses-là, on fait des brevets, on a des morceaux de technologie qu'on met des fois dans un démonstrateur comme celui-là, mais qu'on vient installer après ça dans tous les produits de BRP, là, dans différents produits. Là, tu me parlais aussi beaucoup de simulation. Ici, vous travaillez beaucoup en virtuel pour essayer justement de baisser les coûts, puis vous avez les moyens de simuler un paquet de conditions. Tu as comme plusieurs formes de simulation que tu fais ici. Parle-moi-en donc un peu plus. Mais en fait, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment une simulation où on fait passer un écoulement d'air autour du pilote. Et ce qu'on veut regarder, c'est la zone de confort du pilote. Donc, on veut s'assurer que le pare-brise fait une protection qui est adéquate. Oui. Puis, on veut s'assurer aussi qu'il y a un remplacement d'air dans la bulle qui est là. On ne veut pas que la personne respire le même air pendant des heures. T'sais, on veut qu'il y ait une circulation. Parce que des fois, il y a la recirculation puis l'air esprit. Oui. Ça, c'est pour l'optimisation, c'est ça? Exact. Ici, on est en train d'optimiser, dans le fond, tout le comportement dynamique d'un Spider. Ce qu'on veut avoir, finalement, c'est des efforts qui sont pas trop élevés dans la structure pendant qu'on frappe une planche à laver, donc des bosses sur une route. Mais on veut s'assurer aussi que la traction et la tenue de route est bonne. Ouais. Donc, dans la façon de placer les pneus, de gérer la suspension, le châssis, mais même la rigidité de la structure, on vient toucher à tous ces paramètres-là de façon à avoir un véhicule qui est optimal. Vous travaillez aussi sur des projets d'aérospatial? Oui. Ça, c'est intéressant. Oui, puis oui, tu as raison. C'est complémentaire avec ce qu'on fait pour BRP, parce qu'en aérospatial, il n'y a pas de moteur à combustion quand on prépare des rovers. C'est des rovers, des véhicules lunaires ou martiens sur lesquels on a travaillé. En mode prototype, puis là, l'Agence canadienne a annoncé qu'ils allaient retourner sur la Lune avec les États-Unis en 2026. Fait qu'on est encore en train de travailler sur certains projets de ce côté-là, dans les mêmes créneaux, électrification notamment. C'est ce qui nous permet parfois d'aller chercher certaines connaissances qu'on développe avec l'Agence spatiale, puis d'avoir des répercussions très terrestre là, sur les véhicules de BRP. Ben là, d'ailleurs, j'ai pu voir qu'il y a un Spider électrique ici, qu'on peut peut-être essayer. Oui. Parle-moi donc de cette machine-là. C'est nouveau, tout ça, là? En fait, le Spider, c'est un projet qui était une étude de concept à l'époque. On voulait voir dans un véhicule de cette dimension-là, est-ce qu'on est capable, au départ, on a essayé de faire un Spider hybride. Avant de le faire 100% électrique, on l'a fait hybride. Puis on s'est rendu compte, bon, pour toutes sortes de raisons, ça fonctionnait pas. Il y avait trop de compromis à faire à différents niveaux. On est allé par la suite vers un projet d'un Spider 100% électrique et ça permettait en fait, je vais dire bien franchement, de tester toutes sortes de technologies un peu incognito parce qu'à l'époque, BRP n'avait pas annoncé qu'ils allaient vers l'électrique, même s'il y a toujours des choses qui se passent chez BRP qu'on ne dévoile pas. Et là, ça nous permettait de se promener avec un véhicule relativement connu et de tester toutes sortes de technologies de batterie, de recharge, de motorisation
en électrique. Oui, puis là, ben, vous avez sûrement beaucoup de projets pour le futur. C'est quoi qui nous attend, là? En fait, ce qui nous attend, c'est... je peux pas tout révéler ce qui nous attend. Là. C'est toujours la même chanson qu'on vous chante dans ces centres de recherche-là. Mais ça tourne autour des créneaux que j'ai nommés. Donc, électrification, véhicules intelligents, véhicules plus légers, gestion du bruit, vibration. Dans ces créneaux-là, on se trompe pas, il y a des choses qui s'en viennent. Bon, c'est une belle réponse politique, mais on s'en attend. Fait qu'il faut pas arrêter de regarder les nouvelles, puis on va voir tout ce que vous avez à nous offrir pour les prochaines années. Ben merci beaucoup, Pascal. Puis écoute, t'es vraiment à la hauteur de la situation. Je te remercie, c'est un beau compliment. Effectivement, hein? Il est grand. On va se le dire, là. Il est grand. Max, on poursuit notre randonnée dans les villages relais de l'Estrie. On est à Stansted avec Chris. Puis là, Chris, bon, ça se voit, on est dans un endroit qui est particulier, un endroit qui est comme épique. On a l'impression de pas être au Québec, mais on est au Québec. On est où en ce moment? Présentement, on est au Cercle de Pierre, ici à Stansted. Le Cercle de Pierre est ici depuis 2009. Donc, c'est un parc pour la ville. Il y a beaucoup de monde qui vont tirer le mini Stonehenge. Ben oui. Toute la granite qu'on voit aujourd'hui, c'est de granite qui vient de la région de Stansted, les carrières locales. Il y avait beaucoup des bénévoles qui étaient impliqués dans ce projet en 2009 pour construire un place. C'est le plus gros parc à Stansted. Mais c'est cool ici parce que, bon, en Estrie, on le sait, c'est des belles routes de moto à faire. Autour d'ici, là, un motocycliste qui se promène, qu'est-ce qu'il peut visiter? J'aime ça promener sur le chemin Lagueux, le chemin Hackett. Ce sont des chemins de terre, mais avec des super belles vues. On a des vues des lignes de frontières. On a des belles vues de Mont Owlshead, de Jay Peak, Orford. Oui, c'est beau ça. Il y a certaines places, on peut même voir les trois ensemble. Donc là, ça veut dire que tu as une moto de route puis tu as une moto plus aventurière. C'est ça. C'est quoi donc, tes motos? J'ai mon vieux classique, moi, c'est un Yamaha Roadstar Warrior. Puis juste dans les dernières 2 années, j'ai acheté un Kawasaki Concours. C'est quand même un vieux, c'est un 99. Mais ça fait le job. Puis j'adore faire ça, juste à promener tranquillement dans les chemins de terre. Donc tu fais des chemins de terre avec ton Concours 99. En tant que motocycliste, c'est super important d'être conscient de l'importance de bien s'habiller selon les conditions météo. Oui. Selon aussi le type de randonnée. C'est certain qu'il faut s'adapter. Si on fait de la route, par exemple, bien évidemment, moi, c'est sûr, je vais toujours suggérer d'avoir des bonnes bottes avec des bonnes protections. Puis ça, c'est le fun, hein, parce que maintenant, bien, on peut s'habiller avec des vêtements qui ont l'air d'être des chaussures régulières, par exemple. Puis ça ressemble à des, je sais pas moi, des Converse. Mais la réalité, c'est qu'il y a des protections malléoles, c'est bien protégé, ça protège la cheville. L'important, c'est de bien préparer votre voyage. Chris, toi, t'es motocycliste depuis plusieurs années. Parle-moi un peu de ta région. Je suis natif de Stansted. Stansted, c'est un village d'environ 3000 personnes. On est collé sur la frontière américaine, donc on a des anglophones, des francophones, tout le monde, on vit ensemble. Voilà. Oui, puis il y a plein de petites places ici où on peut s'arrêter, prendre un café, des petites boulangeries, Absolument. des endroits où on peut manger des viennoiseries, tu sais. Ici à Stansted, on a plusieurs restaurants, il y a 3 stations de service. Le gaz, c'est moins cher à Stansted. Ah ben... Parce qu'on Ça, c'est un argument. Vous l'avez compris, là? Hein? Ouais. Ça, c'est important. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont partir de la région de Drummondville, Trois-Rivières, Montréal. Ils vont venir à Stansted, ils vont tanker, puis après ça, ils vont tourner. Vu qu'on est une ville collée sur la frontière, on a des super bonnes relations avec nos voisins américains. Ici, de l'autre bord, c'est le village de Derby-Line, Vermont. Et c'est très souvent qu'on voit des plaques vertes ici à Stansted, puis souvent des plaques de Québec de l'autre bord. Okay. Oui, exactement, mais c'est intéressant. C'est ça le plaisir de faire de la moto aussi, c'est de voir des nouveaux endroits, mais aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Puis pour vrai, vous êtes gâtés ici, là, le paysage en automne, c'est fou. Là. C'est très beau, Chris. Merci infiniment. Pour vrai, là, je suis tellement content d'être venu ici. Là. Venez ici, venez voir Stansted, venez profiter des villages relais, venez rouler dans le coin. Ah oui. Puis si tu veux en profiter, ben, faut juste bien t'habiller. Ben ça y est, on a terminé notre grande tournée, qu'on a vu des coins hallucinants. Le Québec est magnifique en moto quand même. Vraiment, puis en plus, ça nous a permis d'apprécier le paysage puis de rencontrer des gens qui étaient vraiment extraordinaires, là, de toutes les sortes. Là. Aventure, Harley, là, on en a vu de toutes les sortes. Puis
prendre le temps, c'est aussi s'arrêter. Tellement. T'sais. Prendre le temps, c'est pas avoir la vitesse tout le temps dans le fond. Ben, il y a des pistes qui sont faites pour ça. Tu sais, Pascal Bastien d'ASM Motosport, c'en est un expert là-dedans. Véro aussi, tu sais. Si vous êtes tripeux de vitesse puis vraiment pencher la patente, ben allez donc vivre l'expérience à 100% de façon sécuritaire. Puis allez faire de la track, puis amusez-vous. Puis merci, Max. T'es un excellent partenaire de voyage. Ah, ben je te renvoie le compliment. Pour vrai, c'est le fun. Elle a pris du galon, hein, l'Italie. Pour vrai, ça fait pas longtemps qu'elle a son permis. Pourtant, t'as fait ça comme une championne. Je te donne le Warden of the Day. Ah, merci. Je voudrais remercier ma famille, mes parents, la production. OK. OK, on enchaîne? C'est assez gros, c'est assez. C'est pas le but, On a un plaisir, puis on veut remettre ça l'année prochaine.